Frank Sinatra Jr. se tenait debout devant le cercueil de son père. Il avait 54 ans, mais à cet instant, il ressemblait à un enfant perdu. Il ne pleura pas. Il ne dit rien. Il regarda simplement ce visage qu'il avait vu sur des couvertures de magazines, sur des écrans de cinéma, partout, sauf là où cela comptait vraiment, à la maison. Quelqu'un posa une main sur son épaule. Il l'écarta d'un geste sec, puis il dit quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui résonna dans le silence des funérailles comme une gifle. Il dit « Je n'ai jamais été son fils. J'ai seulement été le fils de Frank Sinatra. Et ce n'est pas la même chose. » Les gens restèrent figés, parce qu'il venait de dire à voix haute ce que toute la famille savait, mais que personne n'osait admettre. Être le fils de la voix, du chairman of the board, de l'homme qui avait défini toute une époque de la musique américaine, ce n'était pas un privilège. C'était une condamnation. Une peine à perpétuité à vivre dans une ombre si immense que la lumière ne vous atteint jamais. Frank Sinatra laissa officiellement 3 enfants, Nancy, Frank Jr. et Tina. 3 noms. 3 vies brisées de manière totalement différente. Mais il laissa aussi d'autres enfants que le monde ne connut jamais. Des enfants qu'il nia jusqu'à son dernier souffle. Des enfants qui grandirent en sachant que leur père était un dieu pour des millions de personnes, mais qu'il n'était rien pour eux. Et il existe des preuves. Des documents que la famille a tenté de faire disparaître pendant des décennies. Des témoignages réduits au silence par l'argent. Cette vidéo révèle ce que l'Empire Sinatra ne veut pas que vous sachiez. Pour comprendre ce qu'il a fait à ses enfants, il faut d'abord comprendre qui était Frank Sinatra. Il est né le 12 décembre 1915 à Hoboken, dans le New Jersey, fils unique d'immigrants italiens. Sa mère, Dolly, était une femme dure, dominante, autoritaire. Elle gérait un réseau d'avortements clandestins dans le sous-sol de sa maison. Elle avait des connexions politiques, un véritable pouvoir, et elle utilisait les deux sans aucun scrupule. Son père, Marty, était pompier. Un homme silencieux qui buvait en silence et laissait Dolly prendre toutes les décisions. Frank grandit en adorant sa mère et en ayant peur de la décevoir. Quand Dolly lui disait qu'il était destiné à la grandeur, il la croyait. Et quand elle lui disait que rien n'était plus important que le succès, il la croyait aussi. Frank fut enfant unique parce que Dolly faillit mourir en le mettant au monde. Il pesait près de 6 kilos. Les médecins utilisèrent des forceps qui détruisirent son tympan gauche et lui laissèrent des cicatrices permanentes. Toute son enfance, Dolly lui rappela ce sacrifice, qu'elle avait risqué sa vie pour lui, qu'il lui devait tout. Frank grandit avec cette dette, avec cette culpabilité, avec la certitude qu'il devait être extraordinaire, parce que sa mère avait payé un prix extraordinaire. Cette dynamique le détruisit, parce qu'il apprit que l'amour était transactionnel, qu'il venait avec des conditions, qu'il fallait le mériter sans cesse. Et des décennies plus tard, il transmit exactement cette leçon à ses propres enfants. À 24 ans, Frank épousa Nancy Barbato, une jeune Italienne douce et traditionnelle de son quartier, le genre de femme que Dolly approuvait. Ils se marièrent en 1939. Nancy avait 21 ans. Elle était amoureuse. Elle croyait aux contes de fées. Elle se trompait complètement. 3 ans plus tard, Frank devint l'idole qui faisait s'évanouir des adolescentes à chaque concert. Soudain, il y eut l'argent, la célébrité, les femmes, des milliers de femmes. Et Frank les acceptait toutes. Nancy eut 3 enfants avec lui. Nancy Jr., né en 1940, Frank Jr. en 1944 et Tina en 1948. 3 enfants qui virent à leur père devenir la plus grande star de la planète pendant que leur famille se désintégrait. Nancy Barbato devint experte dans l'art de faire semblant. Faire semblant de ne pas savoir. Faire semblant de ne pas entendre les rumeurs. Parce que c'était ce qu'on attendait d'elle. Et le prix fut immense. Mais voici quelque chose que très peu de gens savent. En 1949, 1 an après la naissance de Tina, Frank eut une liaison avec une danseuse de Las Vegas nommée Marilyn Maxwell. La relation dura 6 mois. Quand elle tomba enceinte, Frank disparut. Marilyn accoucha d'un garçon en janvier 1950 et le donna immédiatement à l'adoption. Elle n'avait pas le choix. Elle était célibataire, actrice. En 1950, un enfant hors mariage détruisait des carrières. Cet enfant, s'il est encore en vie, aurait aujourd'hui 74 ans. Et il ne sait probablement pas qui était son père biologique. Mais il ne fut ni le seul, ni le premier, ni le dernier. En 1951, Frank rencontra Ava Gardner.
Eva était la femme la plus belle d'Hollywood, sauvage, indépendante. Tout ce que Nancy n'était pas. Et Frank devint obsédé. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la possession, un besoin désespéré de conquérir l'inconquérable. Frank quitta Nancy publiquement, sans aucune considération pour leurs 3 enfants. Il divorça en octobre 1951. Il épousa Ava un mois plus tard. Nancy Jr. avait 11 ans. Frank Jr. en avait 7. Tina en avait 3. Tous virent leur père choisir une autre femme plutôt qu'eux. Ils virent les photos dans les magazines. Cet abandon les marqua à jamais. Il leur apprit que l'amour était temporaire, qu'il pouvait être remplacé, que peu importe combien vous aimez quelqu'un, si quelque chose de mieux apparaît, vous êtes abandonné. Le mariage avec Ava fut un désastre. 6 ans de disputes explosives, de réconciliations passionnées, de destruction mutuelle. Et au cœur de ce chaos se cachait un secret que la famille Sinatra garda pendant des décennies. Eva tomba enceinte 2 fois, la première en 1952. Frank était fou de joie. Il voulait cet enfant. Mais Ava ne voulait pas sacrifier sa carrière ni son corps. Elle avorta en secret dans une clinique à Londres. Quand Frank l'apprit, quelque chose en lui se brisa pour toujours. La seconde fois fut en 1953. Eva tomba de nouveau enceinte et avorta encore. Cette fois, Frank le savait dès le début. Il la supplia à genoux. Elle refusa. Beaucoup pensent que ces avortements détruisirent réellement le mariage. Frank commença à boire davantage. Il devint plus violent, plus imprévisible. Ils divorcèrent en 1957, mais ne se quittèrent jamais vraiment. Frank aima Eva jusqu'au jour de sa mort. Toutes les femmes qui vinrent après furent comparées à elle, et toutes perdirent. Pendant ce temps, ses 3 enfants grandissaient dans le New Jersey avec leur mère. Nancy Jr. devint l'enfant parfaite. Elle devait l'être. Parce que si elle était parfaite, peut-être que papa reviendrait. Peut-être que papa l'aimerait. Elle eut les meilleures notes. Un comportement irréprochable. Elle ne se plaignait jamais. Parce que c'est ce que font les enfants quand leurs parents se séparent. Ils se blâment d'eux-mêmes. Elle développa de l'anxiété. Arrêta de manger. À 13 ans, elle pesait moins de 40 kilos. Frank venait parfois. Il arrivait en limousine, apportait des cadeaux chers, restait quelques heures et repartait. Nancy Jr. apprit que l'amour de son père se présentait sous forme de visites programmées et de cadeaux censés compenser l'absence. Frank Jr. eut pire encore. Le seul fils, l'héritier du nom. Et avec ce nom vint un poids impossible dès qu'il sut marcher. Frank Sr. le regardait avec des attentes qu'aucun enfant ne devrait porter. Il voulait qu'il soit exactement comme lui. Frank Jr. avait 10 ans quand son père le força à chanter devant des amis. L'enfant était terrifié. Sa voix se brisa. Frank Sr. se moqua de lui devant tout le monde. Il dit qu'il chantait comme une fille. Ce moment définira leur relation pour toujours. Il commença à chanter professionnellement à 19 ans. Et chaque critique commençait de la même façon. Le fils de Frank Sinatra. Il ne fut jamais Frank Sinatra Jr., le chanteur. Il fut toujours le fils d'eux. Et cela le détruisit lentement. Puis arriva 1963. Frank Jr. avait 19 ans. Il était à Lake Tahoe pour préparer un concert. Le 8 décembre, 2 hommes frappèrent à la porte, disant être employés de l'hôtel. Il ouvrit. Ils le frappèrent, lui mirent une arme sur la tempe et l'enfermèrent dans le coffre d'une voiture. Il resta captif 3 jours. Et pendant tout ce temps, il attendit. Il attendit que son père vienne le sauver. Comme dans les films, les ravisseurs demandèrent 40 000 $. Frank Sr. négocia et paya. Frank Jr. fut libéré le 11 décembre. Mais aussitôt, les rumeurs commencèrent. On disait que tout cela était une mise en scène, que Frank Jr., désespéré de sortir de l'ombre de son père, avait organisé son propre enlèvement. Les rumeurs étaient en fausse. Les ravisseurs furent arrêtés et condamnés. Mais le mal était fait. Frank Jr. ne se débarrassa jamais de ce soupçon. Et Frank Sr. ne le défendit pas publiquement, parce qu'il doutait lui aussi. Des décennies plus tard, Frank Jr. avoua quelque chose de dévastateur. Il dit que pendant sa captivité, il imaginait le sauvetage. Il voyait son père entrer, neutraliser les ravisseurs, le prendre dans ses bras. Mais quand il fut libéré et vit enfin son père, Frank Sr. ne l'embrassa pas. Il dit seulement « Ça va ?» Frank Jr. acquiesça, et Frank Sr. répondit « Bien, ça m'a coûté une fortune.
J'espère que tu apprendras à être plus prudent. C'était tout. Pas d'étreinte, pas de je t'aime. Frank Jr. dira plus tard. Ce jour-là, j'ai compris que pour mon père, j'étais un problème à régler, pas un fils à sauver. Tina, la plus jeune, observait tout depuis l'ombre. Elle apprit très tôt que l'amour chez les Sinatra était conditionnel. Elle apprit à être invisible, parce que les invisibles survivent. Elle devint productrice de télévision, loin de la scène, comme si elle avait décidé que la seule façon de survivre était de ne pas rivaliser. Pendant des décennies, cela suffit. Mais Tina gardait des secrets, beaucoup de secrets, parce qu'elle était celle qui écoutait, celle qui voyait tout. En 2000, 2 ans après la mort de Frank, elle publia un livre, My Father's Daughter, des mémoires dévastatrices. Nancy Jr. la supplia de ne pas le publier. Elle disait que cela détruirait l'héritage de Frank. Mais Tina en avait assez de se taire. Le livre fut explosif. Elle parla des infidélités, du tempérament violent de Frank, des murs qu'il frappait dans ses colères, des humiliations que Nancy Barbato avait endurées. Et elle parla aussi des autres enfants. Parce que Frank Sinatra n'eut pas seulement 3 enfants, il en eut d'autres. Et c'est là que l'histoire devient réellement sombre. Francesca avait 18 ans. 50 000 $ représentaient plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. Mais signer signifiait accepter que son existence était quelque chose de honteux. Elle refusa. Elle renvoya la lettre sans encaisser le chèque et écrivit une seule phrase. « Je ne suis pas à vendre ». Les avocats ne la recontactèrent jamais. Frank non plus. Aujourd'hui, Francesca vit à Tucson, en Arizona. Elle a 57 ans, travaille comme infirmière et mène une vie simple et tranquille. Des amis proches confirment son histoire. Ils confirment qu'elle a les yeux bleus de Frank. Ils confirment que Dorothy possédait des photos d'elle avec Frank. Des photos qui ont mystérieusement disparu après un cambriolage en 1988. Un cambriolage où seules les photos ont été volées. Et c'est ici que l'on touche au cœur de tout. Frank Sinatra ne savait pas aimer. Il savait posséder. Il savait contrôler. Il savait être adoré. Mais aimer réellement, profondément, il ne l'a jamais appris. Ses 3 enfants légitimes ont grandi en se disputant les miettes de son attention. Nancy Jr. en devenant la fille parfaite. Frank Jr. en devenant le fils qui n'était jamais à la hauteur. Tina en devenant invisible. Et les autres, les non reconnus, ont grandi avec un vide qu'aucun succès ne pourrait jamais combler. Parce qu'il y a quelque chose de particulièrement cruel à savoir que son père pourrait vous reconnaître, mais choisit de ne pas le faire. Frank Jr. passa toute sa vie à essayer d'être son père. Il chanta les mêmes chansons, utilisa les mêmes arrangements, devint une copie, un hommage permanent à son propre père. Et il ne sortit jamais de cette ombre. En 1988, Frank Jr. donnait un concert à Atlantic City. Il chanta My Way. À la fin, un homme cria « Ton père le faisait mieux ?» Frank Jr. s'arrêta. Il resta immobile. Puis avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, il répondit « Je sais. Crois-moi, je le sais. » Le public rit, mais ce n'était pas une blague, c'était un aveu. Il continua à chanter pendant près de 50 ans. Il n'eut jamais de grand succès. Il ne fut jamais reconnu comme un artiste à part entière. Il mourut en 2016. Il avait 72 ans. Il était en tournée, chantant les chansons de son père. On le retrouva dans sa chambre d'hôtel à Daytona Beach. Il était mort d'une crise cardiaque. Il était seul. Et les nécrologies dirent exactement ce qu'il avait toujours redouté. Décès de Frank Sinatra Jr., fils de la légende. Pas un chanteur talentueux, juste le fils de. Même dans la mort, il ne put jamais être simplement Frank. Nancy Jr. devint la gardienne du mythe après la mort de Frank en 1998. C'est elle qui prit le contrôle. Elle décida ce qui pouvait être publié et ce qui devait être caché. Elle protégea l'image de Frank avec férocité. Nancy ne se maria jamais, comme si aucun homme ne pouvait rivaliser avec son père. Elle eut 2 filles qu'elle éleva tout en gérant sa carrière et l'héritage de Frank. Ces filles grandirent en voyant leur mère consacrer plus de temps à la mémoire de Frank qu'à elle. Sa fille, A.G. Lambert devint chanteuse, mais elle ne chante pas comme Frank. Elle chante de la musique alternative, comme si elle avait décidé que la seule manière d'exister par elle-même était de prendre la direction opposée. En 2015, A.G. déclara « J'aime mon grand-père, mais je sais aussi que sa grandeur a eu un prix. Et ce prix, ma mère, mon oncle et toute ma famille l'ont payé.
Et parfois, je me demande si cela en valait la peine. Nancy Jr. ne lui parla pas pendant des mois après cela. Chaque fois que des rumeurs sur d'autres enfants apparaissaient, c'était Nancy qui envoyait les avocats, Nancy qui réglait les accords, Nancy qui veillait à ce que le mythe reste intact. En 2004, lorsqu'une rumeur évoqua un fils en Arizona, Nancy appela personnellement la mère. Une conversation à moitié menace, à moitié supplication. Elle lui dit que salir l'image de Frank ne rendrait pas le temps perdu et que la famille Sinatra disposait de ressources illimitées pour se battre. La femme accepta un accord. Elle disparut. Et Nancy rentra chez elle convaincue d'avoir gagné, sans réaliser qu'elle venait d'effacer une autre personne, qu'elle venait de reproduire exactement le même schéma de négation. En 2018, Nancy publia un livre, Frank Sinatra, An American Legend. Un livre rempli de magnifiques photos, un livre qui présentait Frank comme le père parfait. Il omettait tout ce qui était sombre, tout ce qui faisait mal, tout ce qui était réel, les aventures, les enfants non reconnus, la violence, les promesses de venir à des récitals jamais tenus, les Noëls passés avec d'autres femmes. Lorsque des journalistes l'interrogèrent sur ses incohérences, Nancy sourit et dit « Mon père était un homme complexe, mais c'était un homme bon. » Elle ne confirma rien. Elle ne nia rien. Elle protégea simplement. Mais il y avait une chose que Nancy ne pouvait pas contrôler. En 2019, un homme nommé Michael Sullivan apparut dans une émission de télévision. Il avait 58 ans. Il se présenta comme le fils de Frank Sinatra. Sa mère avait travaillé comme serveuse au Sands Hotel en 1960. Frank l'avait séduite pendant 3 mois. Elle était tombée enceinte. Michael n'avait aucune preuve définitive. Seulement le témoignage de sa mère, décédée en 2017. Et il avait son visage. Un visage étrangement similaire à celui de Frank Sinatra. Les mêmes yeux bleus, le même sourire de travers. Michael demanda un test ADN. Il ne voulait pas d'argent. Il voulait une reconnaissance. Il voulait exister. La famille Sinatra répondit par des avocats. Elle menaça de poursuites. Mais Michael ne recula pas. La bataille juridique dura 8 mois. En octobre 2020, un accord à l'amiable fut conclu. Michael reçut une somme importante. En échange, il signa un accord de confidentialité. Il ne pouvait pas revendiquer officiellement être le fils de Frank Sinatra. Il disparut, comme tous les autres. Mais il laissa une dernière déclaration. « Je ne regrette pas d'avoir parlé. Même si légalement, je ne peux pas me dire fils de Frank Sinatra, je connais la vérité. Ma mère connaissait la vérité. Et maintenant, vous aussi. Et cela suffit. » Frank avait grandi pauvre. Il s'était battu pour chaque parcelle de succès. Et lorsqu'il l'obtint, il développa une philosophie simple. Le monde se divise en gagnants et en perdants. Et les gagnants ne s'excusent pas. Cette philosophie l'a mené au sommet. Et elle a détruit tout ce qu'il touchait. Il y avait une phrase que Frank répétait sans cesse. « Le regret est un mot pour les perdants. » Et cette phrase résume tout. Frank y croyait sincèrement. Regretter était une faiblesse, alors il ne s'excusa jamais auprès de qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Il y a un moment précis qui résume toute sa vie. Nous sommes en 1990. Frank a 75 ans. Il est à l'hôpital, en convalescence après un grave malaise. Nancy Jr. est là, Frank Jr. aussi. Tina arrive plus tard. Les 3 enfants, désormais adultes, sont assis autour du lit de leur père mourant. Frank les regarde un par un et dit quelque chose qu'aucun d'eux n'oubliera jamais. « J'ai fait les choses à ma manière, et si c'était à refaire, je ne changerais rien. » Il ne demanda pas pardon. Il n'exprima aucun regret. Il affirma simplement qu'il avait vécu exactement comme il le voulait, et que le prix, la douleur de ses enfants, n'était pas son problème. Nancy Jr. pleura en silence. Frank Jr. quitta la chambre. Tina resta, regardant son père avec une expression à moitié amour, à moitié haine. Et tout est là, dans cette phrase. Je l'ai fait à ma manière. La chanson qui a défini sa carrière, la philosophie qui a défini sa vie, et la sentence qui a condamné ses enfants. Frank se remit de ce malaise. Il vécut encore 8 ans. Et pendant ces années, ses enfants prirent soin de lui. Tous travaillèrent à préserver son héritage, même pendant que l'homme lui-même s'éteignait lentement. Mais il existe un moment que très peu de gens connaissent. Nous sommes en 1994. Frank a 79 ans, il est à Palm Springs. C'est la nuit. Tina lui rend visite et sans contexte, Frank lui demande soudain « Tu crois que j'ai été un mauvais père ?»
Tina resta figée. Frank n'avait jamais posé une question pareille. Elle répondit finalement. Je pense que tu as été le père que tu pouvais être. Frank hocha la tête, prit une gorgée et dit « Ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas ?» Tina ne répondit pas. Frank changea de sujet. Ils n'en reparlèrent jamais. Mais ce moment montra à Tina quelque chose d'essentiel. Son père savait. À un certain niveau, Frank était conscient des dégâts. Mais reconnaître cela publiquement était quelque chose qu'il était incapable de faire. Et maintenant vient quelque chose que très peu de gens savent. Quelque chose qui récompense ta patience si tu es arrivé jusqu'ici. Il existe un document, un testament alternatif que Frank écrivit en 1994. Ce testament n'a jamais été officialisé, mais il existe. Un avocat ayant travaillé avec Frank en a confirmé l'existence en 2018. Il s'appelait Martin Kessler. Kessler raconta que Frank l'avait appelé une nuit de septembre 1994 et lui avait demandé de venir à Palm Springs. Il arriva le lendemain. Frank était seul, avec une feuille jaune sur laquelle figuraient plusieurs noms. Frank lui dit qu'il voulait rédiger un nouveau testament, incluant des personnes absentes du testament officiel. Il lui donna 2 noms, 2 adresses, 2 montants. Kessler rédigea le document. Frank le signa et lui demanda de le conserver dans son propre coffre-fort. Les termes étaient clairs. 2 personnes devaient recevoir des millions de dollars. Une lettre accompagnait le testament. Frank y reconnaissait qu'il s'agissait de ses enfants et exprimait son regret de ne pas les avoir reconnus de son vivant. Il précisa qu'après sa mort, ce testament devait être rendu public. Kessler conserva le document et attendit. Frank mourut en mai 1998. Kessler attendit encore, puis tenta de présenter le testament alternatif. Mais il y avait un problème. Le document avait disparu de son coffre. Le coffre n'avait pas été forcé, mais le testament n'y était plus. Kessler avait fait des copies. Elles disparurent elles aussi lors d'un cambriolage dans son bureau, où rien d'autre ne fut volé. Kessler soupçonnait qui était derrière tout cela, mais il n'eut jamais de preuves. Et lorsqu'il tenta d'en parler publiquement, il reçut des menaces juridiques si graves qu'il décida que cela n'en valait pas la peine. Avant de mourir, il choisit pourtant de raconter cette histoire, parce que quelqu'un devait savoir que, à la fin, Frank avait tenté de faire ce qui était juste, et que quelqu'un avait décidé que cette vérité ne devait jamais voir le jour. Frank Jr. avait un rituel. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de son père, il se rendait sur sa tombe. Une seule fois, en 2010, un ami l'accompagna. Et cet ami l'entendit dire « J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai chanté tes chansons. J'ai vécu ta vie. Je suis devenu ton ombre. Et pourquoi? Pour que personne ne me voie. Je n'ai jamais eu la chance d'être moi-même. Et maintenant, il est trop tard. » Il resta silencieux, puis ajouta « Je t'ai aimé. Mais je t'ai aussi détesté pour ne pas m'avoir vu, pour ne pas m'avoir valu. Et le pire, c'est que même aujourd'hui, 12 ans plus tard, j'essaie encore d'obtenir ton approbation. Mais tu ne la donneras jamais, parce que tu ne l'as jamais donnée de ton vivant. » Frank Jr. pleura ouvertement, comme un enfant. 18 mois plus tard, il était mort. Certains parlèrent du cœur, mais ceux qui le connaissaient dirent que c'était le poids. Le poids de vivre une vie qui n'avait jamais été la sienne. Et c'est ici que tout se rejoint. Parce que l'histoire des enfants de Frank Sinatra n'est pas seulement la leur. C'est une histoire de culpabilité héritée. De grandir en ayant l'impression de devoir être quelqu'un d'autre pour mériter l'amour de ses parents. C'est l'histoire de famille où le succès public cache l'échec privé. Peut-être as-tu toi aussi grandi dans l'ombre de quelqu'un. Peut-être as-tu dû être l'enfant parfait, ou celui qui n'était jamais suffisant, ou l'invisible. Et si c'est le cas, alors tu comprends. Tu comprends pourquoi Nancy n'a jamais pu être simplement Nancy. Pourquoi Frank Jr. est mort en essayant d'être son père. Pourquoi Tina a dû écrire un livre pour se libérer. Parce que lorsque ton identité est attachée à quelqu'un d'autre, surtout à quelqu'un de plus grand que la vie, elle ne peut jamais être libre. Elle ne peut être qu'un reflet, une ombre. Frank Sinatra est mort le 14 mai 1988. Il avait 82 ans. Il est mort entouré de sa famille, ou du moins de la famille qu'il reconnaissait. Barbara Marx, sa dernière épouse. Nancy Jr., Frank Jr., Tina. Mais les enfants non reconnus n'étaient pas là. Ils n'étaient pas invités. Parce que même dans la mort, Frank contrôlait qui faisait partie de son histoire.
Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard. Un spectacle réunissant des centaines de célébrités. Les funérailles d'un roi. Et pendant que le monde célébrait sa grandeur, ses enfants regardaient de loin, ressentant exactement ce qu'ils avaient ressenti toute leur vie. Ils existaient, mais ils ne comptaient pas. Francesca regarda les funérailles à la télévision depuis l'Arizona. Elle vit les larmes de Nancy Jr., les éloges sans fin, et ressentit de la colère. Parce que personne ne parlait de l'autre côté. Des vies que Frank avait détruites. Michael Sullivan regarda aussi, et il ressentit le vide. Parce que sa mère avait passé toute sa vie à aimer un homme qu'il avait utilisé puis jeté. Et il y en a d'autres. Peut-être 5, peut-être 10. Des personnes qui ont regardé ses funérailles et ont ressenti quelque chose. Un deuil pour quelque chose qu'elles n'avaient jamais eu. Frank fut enterré à Cathedral City, en Californie. Sur sa pierre tombale, on peut lire « Francis Albert Sinatra, 1915-1998. The best is yet to come ». Mais pour ses enfants, cette phrase est cruellement ironique. Parce que pour eux, le meilleur n'est jamais venu. Frank est parti avant de pouvoir réparer quoi que ce soit, avant de pouvoir s'excuser, avant de pouvoir reconnaître tous ses enfants. Nancy Jr. visite encore régulièrement la tombe. Elle apporte des fleurs, elle parle des projets pour préserver son héritage, comme si c'était ce que Frank aurait voulu. Tina y va moins souvent. Elle dit qu'elle préfère se souvenir de Frank de son vivant, et que le cimetière ne fait que lui rappeler tout ce qu'ils ont perdu. Frank Jr. y allait chaque année jusqu'à sa propre mort. Il est enterré à côté de son père, enfin réunis, enfin sans tension, mais aussi sans la réconciliation qui n'est jamais venue. Et maintenant, la révélation finale. En 2022, 24 ans après la mort de Frank, un article parut au sujet d'un projet ADN visant à identifier des descendants non reconnus de célébrités. Le projet identifia 5 personnes présentant des marqueurs génétiques fortement compatibles avec une descendance de Frank Sinatra. 5 personnes jamais reconnues, vivant des vies ordinaires. L'article incluait des témoignages anonymes. Tous exprimaient la même chose. Confusion, curiosité et un sentiment de perte pour quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu. L'un d'eux déclara « Je ne sais pas comment je dois me sentir. Est-ce que cela me rend spécial? Est-ce que cela fait de moi une victime? Est-ce que cela signifie que je fais partie de quelque chose? Ou est-ce que cela prouve que je n'ai jamais fait partie de quoi que ce soit ?» L'article se diffusa immédiatement, partagé des milliers de fois. Puis tout s'arrêta. 48 heures plus tard, l'article fut retiré. Le magazine publia des excuses, affirmant ne pas avoir suffisamment vérifié les informations. Le projet fut contacté par des avocats représentant la famille Sinatra. Ils exigèrent la suppression de toute référence à Frank et menacèrent de poursuites judiciaires. Le projet n'avait pas les moyens de se battre. Les informations furent retirées. L'enquête fut arrêtée. Nancy Jr. publia un communiqué. Elle déclara qu'il était honteux que des gens soient prêts à exploiter le nom de Frank, que ces accusations étaient des insultes à sa mémoire. Et une fois de plus, les secrets furent enterrés. Frank Sinatra laissa un héritage musical incomparable. My Way, New York, New York, Fly Me to the Moon, des chansons qui ont défini des générations. Une image de sophistication encore vénérée aujourd'hui. Mais il laissa aussi des enfants brisés, des secrets enfouis, des vides qu'aucun testament ne peut combler. Et peut-être est-ce là la véritable leçon. On peut être le plus grand dans son domaine et échouer dans ce qui compte vraiment. On peut avoir des millions de fans et rester seul. On peut être adoré par le monde et demeurer un étranger pour sa propre famille. Nancy Jr., Frank Jr., Tina, tous ont passé leur vie à essayer d'être suffisants pour un homme qui n'a jamais appris à apprécier ce qu'il avait. Et les enfants non reconnus ont passé leur vie à essayer d'être vus par un homme qui a choisi de détourner le regard. Tous enfermés dans la même prison, tous condamnés par la même chose. Être les enfants de Frank Sinatra. Il existe un enregistrement de 1996, l'une de ses dernières interviews. On lui demanda ce qu'il pensait de ses enfants. Frank, à 80 ans, répondit « Mes enfants avaient tout, l'argent, les opportunités, le nom Sinatra. Que pouvaient-ils vouloir de plus ?» Le journaliste insista « Mais les connaissiez-vous vraiment? Passiez-vous du temps avec eux ?» Frank resta silencieux. Un long silence, gênant. Puis il répondit « Je leur ai donné ce que mon père ne m'a jamais donné.
Je leur ai donné le succès. Je leur ai donné un nom. C'est plus que ce que la plupart des gens ont. Et tout est là. Frank croyait sincèrement que le succès était de l'amour, que l'argent était de l'affection, que le nom de famille était un lien. Et ses enfants ont passé leur vie à essayer de lui expliquer qu'il avait tort. Si tu es arrivé jusqu'ici, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas seulement l'histoire des Sinatra. C'est un schéma qui se répète encore et encore. Des enfants qui grandissent dans l'ombre, des secrets protégés par l'argent, des héritages qui sont à la fois des cadeaux et des malédictions. Et la question est la suivante. Combien de familles vivent exactement la même chose en silence aujourd'hui? Combien d'enfants de légende luttent avec des blessures que personne ne voit? Parce que s'il y a une chose que l'histoire de Frank Sinatra nous apprend, c'est que la grandeur publique ne garantit pas la bonté privée, que le talent n'est pas la décence, qu'être une légende ne fait pas de vous un bon parent. Il est peut-être temps d'arrêter d'idéaliser les légendes et de commencer à juger les gens à la façon dont ils traitent leur famille, pas seulement à la façon dont ils divertissent des inconnus. Parce que les chansons s'arrêtent, les disques vieillissent, mais le mal que vous faites à vos enfants dure pour toujours. Il se transmet de génération en génération. Et maintenant, la question qui risque de te tenir éveillé cette nuit. Et si je te disais qu'il existe une autre famille légendaire vivant exactement la même histoire aujourd'hui? Une famille où les enfants sont piégés, où des secrets sont protégés par une machine médiatique puissante, où la génération suivante paie le prix du succès de ses parents, où les non reconnus continuent d'exister dans l'ombre. Une famille que nous connaissons tous, que nous admirons tous, mais dont la vérité est bien plus sombre que ce que l'on imagine. Une famille où certains enfants crient à l'aide, mais personne ne les entend parce que le nom est trop brillant, trop puissant. Tu veux savoir de qui il s'agit? Abonne-toi, parce que la prochaine histoire est encore plus dérangeante, plus récente, plus actuelle. Cette fois, les protagonistes sont encore en vie, ils se battent encore, ils sont encore prisonniers. Et cette fois, peut-être pourrons-nous faire quelque chose. Peut-être pourrons-nous briser le cycle. Ou peut-être pourrons-nous simplement observer, documenter et nous assurer que leurs histoires ne soient pas effacées. Parce que tout le monde mérite d'exister, même les enfants de légende, surtout les enfants de légende. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, derrière chaque légende se cache une famille brisée et ce prix est payé par de vraies personnes, avec une vraie douleur. Seulement ici, tu découvriras toute la vérité. Seulement ici, les enfants oubliés seront enfin rappelés à la mémoire.